parole à son Excellence Maxime Rezenkov, ministre des Affaires étrangères du Bélarus. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, chers collègues, voilà 79 ans déjà que nos pays se réunissent dans cette salle pour présenter leur vérité, se communiquer leurs meilleures pratiques et pour soutenir des initiatives importantes. Et tout cela sous la devise « Rendre le monde meilleur ». Est-ce que le monde est véritablement meilleur, plus prévisible, plus sûr, plus stable ? Parmi nous, il y a des anciens qui se souviennent de cette époque quand l'ancien de l'ONU jouait un rôle particulier. Mais les plus jeunes ne le savent que par les manuels. Il y a de nombreuses années, la Charte des Nations Unies était un garant véritable des compromis axés sur des décisions de l'avenir. Beaucoup se souvenaient encore de la Seconde Guerre mondiale, ne voulaient pas en répéter l'horreur. C'est pourquoi nous avions formé ici un instrument unique pour régler collectivement les conflits, renforcer l'architecture des relations internationales. Et comme l'a montré l'histoire, cet instrument n'est pas parfait, et nous non plus. Mais sans aucun doute, c'est le meilleur instrument qui n'ait jamais vu le jour sur Terre. Pas toutes les questions, même malgré des décisions sans ambiguïté, n'ont pu être réalisées. Et certaines restent encore des plaies ouvertes. Par exemple, la Palestine, où aujourd'hui, il y a une véritable catastrophe humanitaire et où meurent des dizaines de milliers de citoyens innocents. Mais cela ne réduit pas les acquis du siècle dernier. Il y a eu la fin du système colonialiste. Beaucoup de peuples ont eu le droit à l'autodétermination. Il y a eu des centres économiques et industriels financiers sur tous les continents qui se sont développés. Des régions entières sont sorties de la fin de l'épidémie. L'activité de consolidation de la paix des Nations Unies était possible, a rendu possible de prévenir ou de faire cesser des conflits. Les casques bleus étaient là où les problèmes se réglaient d'intérêt du développement. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous avons dû créer le groupe des amis pour la protection de la Charte des Nations Unies? Pourquoi aujourd'hui nous devons défendre ce document qui a le statut juridique le plus élevé pour tous? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas pleinement utiliser tous les instruments de l'ONU pour mettre de l'ordre sur Terre? Et la réponse est évidente, parce que toute une série de pays ne vivent pas selon les normes de la Charte et n'en ont pas l'intention, parce que vivre selon le droit international, pour eux, c'est dépérir lentement. Et à cette tribune, tous se souviennent de la Charte, certes, mais pas d'un point de vue universel, mais simplement pour leurs propres intérêts égoïstes, et le plus souvent quand il s'agit d'autrui. Je rappelle que la loi universelle de l'ONU donne à tous, sans exception, des droits égaux pour le développement et pour un accès sans discrimination aux biens communs, à la technologie et aux ressources. Mais est-ce que cette approche est acceptable pour l'Occident? De toute évidence, non. Pour eux, l'important, c'est le maintien de leur domination sur Terre et garantir le bien-être de leur élite. Pour cela, ils exploitent des peuples entiers, des ressources d'autrui, ils ralentissent le développement du monde. Et selon le principe ancien diviser pour régner, et qui en fait a été à la base de tous les conflits militaires d'aujourd'hui. Ces principes et tous les principes de l'ONU sont relégués sur une étagère la plus éloignée et on les cite rarement. Mais si un État ose mener une politique d'intérêt de son peuple ou ose renverser le joug de l'exploitation extérieure de ses ressources, alors l'Occident se rappelle de toutes les conventions, de tous les paragraphes de chacun de ces documents. Et le plus important, contre le rebelle, on utilise toute une série de sanctions et de pressions. C'est ce que l'on appelle les révolutions de différentes couleurs qui conduisent à des souffrances pour des peuples entiers. Voilà le choix de l'Occident, voilà leur recette pour le nouveau monde. Et cette recette, en fait, est étayée d'armes provenant de l'OTAN.
Mais réfléchissez, aujourd'hui 40 pays avec 2 milliards d'habitants se trouvent soumis à des sanctions unilatérales illégales des États-Unis et de l'UE. Et nombre d'entre eux vivent dans des conditions extrêmement difficiles, comme par exemple Cuba. Cet instrument, la charte, est violée par nombre de personnes et l'on exerce ainsi des pressions à l'encontre du développement durable, on sape la sécurité énergétique et alimentaire, on sape l'accès aux marchés internationaux et en pâtissent les citoyens lambda. Nous voyons dans les pays voisins de nous, de l'UE, voir la population se plaindre de l'augmentation des prix énergétiques, alimentaires, etc. Aujourd'hui, du point de vue de l'Occident collectif, et c'est 72% de la population de la planète vit dans ce que l'on appelle des autocraties, selon eux. Mais il y a 20 ans, cet indicateur était de 46%. Alors, est-ce que la politique de l'Occident est efficace pour amener la population à vivre selon leur modèle? La réponse est non. De toute évidence, de façon générale, les pays libres du Sud ne prennent pas des sanctions d'ingérence dans les affaires intérieures. Ils prônent le développement de tous selon leurs traditions historiques et dans l'intérêt de tous les peuples. Et aujourd'hui, c'est la majorité mondiale où c'est là que se trouvent naissance des idées, des projets exclusivement pacifiques dans l'intérêt de toute la communauté internationale et pas à l'encontre de certains. C'est les initiatives chinoises, par exemple. Une voie, un chemin avancé par la Chine développe. C'est les initiatives dans le domaine de la sécurité mondiale. C'est également l'exemple de l'idée biélorusse d'une charte de la multidiversité, de la diversité et de la multipolarité du XXIe siècle. Il y a l'initiative de l'Inde également, etc. D'une façon ou d'une autre, tous ces projets sont axés sur une communauté internationale avec un destin unique et pour l'ensemble de la planète et pas simplement pour une élite, le milliard doré. Nous n'avons qu'une planète pour nous tous. Et c'est notre voix, la voix de notre président Loukachenko, de notre peuple, qui est fondée sur le respect, la confiance, la sincérité, la responsabilité, la fiabilité. Et suite au dernier train de mesures illégales, de sanctions à l'encontre du Bélarus, de l'UE contre le Bélarus, nous avons répondu par la levée du régime des visas. Et ainsi, des milliers de citoyens de l'UE sont rendus dans notre pays et ont beaucoup aimé, n'ont pas vu de dictature. La majorité des initiatives du monde, des initiatives pacifiques au monde, pourraient naître non pas à l'extérieur de l'ONU, mais dans l'ONU. Et le monde s'en trouverait mieux. J'en viens maintenant au potentiel de conflit dans le monde. Nous sommes tous habitués aux films de troisième catégorie, notamment sur YouTube. On nous inculque un style rudimentaire d'information. Et on nous oblige à oublier les vérités écrites par de nombreux humanistes et écrivains célèbres. Et j'ai délibérément choisi 3 écrivains américains pour faire des parallèles avec l'actualité. Premièrement, la citation de l'œuvre Les rois et le chou de Guenry, il y a 100 ans. Des peuples d'opérette s'amusent au jeu du gouvernement, jusqu'au jour où arrive en silence un navire militaire, et en l'occurrence c'est un navire militaire américain. Deuxième exemple de Green, l'Américain silencieux. Un personnage qui travaille à la CIA et à la couverture de ambassadeur au Vietnam, et il organise d'un attentat terroriste, un renversement pour avoir un gouvernement défendant les intérêts des États-Unis. Il y a également l'ouvrage L'homme sans pays, où un héros, on ne comprend pas pourquoi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a bombardé la ville de Dresden, enterrant ainsi des centaines de milliers de personnes âgées, de femmes et d'enfants. Mais nous savons pourquoi. C'était pour faire peur à l'avenir. Voilà 3 exemples très semblables à ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde.
où on voit une force tiers, des provocations et un navire américain hypothétique. Et c'est justement pour cela qu'il faut avoir une organisation internationale forte, universelle, capable de garantir l'égalité pour tous, où aucun pays ne peut pas mettre à sa botte tous les instruments de l'ONU dans l'intérêt de ses intérêts étroits et au détriment de la majorité. Une organisation forte ne permettrait pas que pour les intérêts de l'Occident collectif, l'on décide que l'Ukraine combatte jusqu'au dernier Ukrainien. Et si les gens savaient ce qui se passe dans la zone, alors ils voudraient faire cesser cette guerre entre deux peuples fraternels. Et depuis longtemps, l'Ukraine et la Russie ne seraient pas sur le champ de combat, mais à la table des négociations. Et l'initiative brésilienne et chinoise est tout à fait opportune dans ce cas. Mais sans la participation de la Russie, aucun projet ne pourra remporter le succès. La nouvelle architecture de sécurité dans notre région ne peut pas se faire non plus sans participation du Bélarus. Pour l'instant, l'OTAN continue de démultiplier les moyens militaires à nos frontières. Des dizaines de milliers de soldats, des milliers d'unités d'armement y sont disposés. Nous craignons que ce jeu ne soit un jour plus contrôlé et qu'il conduise à un véritable conflit régional, voire même mondial, avec des conséquences catastrophiques pour tous. On a déjà assez d'armes nucléaires. On a assez d'armes nucléaires en Europe. C'est pourquoi l'escalade de la tension, c'est la voie directe vers la Troisième Guerre mondiale. Il y a 10 ans, Minsk a été le lieu des pourparlers substantiels pour régler le conflit en Ukraine. Nous proposons nos efforts et car mieux que quiconque, nous comprenons les Russes et les Ukrainiens. Et nous ferons tout notre possible pour parvenir à la paix. Et nous le souhaitons plus que tous. Et via notre frontière avec l'UE depuis le début du conflit, on a vu s'installer au Bélarus 250 000 Ukrainiens. Récemment, c'est 12 à 15 000 Ukrainiens par mois qui viennent. Ce sont les chiffres officiels. Voilà de l'Europe soi-disant prospère. Voilà ce qui se passe. D'ailleurs, ce chiffre est 2 fois plus élevé s'agissant du nombre de réfugiés passant par notre frontière avec l'UE. Le refoulement honteux en Bélarus de migrants, c'est une autre page sombre de la démocratie soi-disant européenne. À notre frontière, des militaires de l'UE, de différents pays de l'UE, tabassent et torturent des milliers de réfugiés d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient. Des dizaines sont tués. Et cela est recensé par des sources indépendantes internationales. Beaucoup sont enterrés sans leur identité. Le Conseil de l'Europe récemment a sans ambiguïté condamné cela et on a critiqué la nouvelle loi de la Pologne qui a élargi l'emploi de l'arme de façon légale, des armes à feu, et ce par des militaires polonais à l'encontre des réfugiés. Voilà l'accueil réservé par l'Europe à ceux qui fuient les troubles et les horreurs qui ont été de pays qui ont été victimes de la politique d'ingérence de l'Occident collectif. Ces agissements sont des violations de la Convention de 1951. Ces faits sont consignés de façon détaillée, seront prochainement envoyés aux instances idoines internationales. Mais ces instances auraient dû elles-mêmes, depuis longtemps, s'occuper de ces questions. Aussi, nous nous inquiétons de la façon dont nous voyons la façon dont on peut renforcer les bases de l'ONU. Tout d'abord, l'ONU doit se libérer du diktat de plusieurs États qui se croient tout permis et qui se croient exceptionnels. L'ONU, c'est nous tous. Les fonctionnaires du secrétariat doivent se souvenir que quand ils deviennent fonctionnaires de l'ONU, ils travaillent pour l'intérêt de l'organisation et pas pour les pays dont ils sont ressortissants. Aussi, ils doivent être objectifs et impartiaux et indépendants. Deuxièmement, l'organisation doit travailler pour soutenir les processus régionaux, car le régionalisme, c'est la donnée clé du monde d'aujourd'hui. Nous constatons un renforcement constant des processus d'intégration régionaux dans différents lieux de la planète. On voit notamment se renforcer les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai, la CEI, l'UA, la NAS et bien d'autres encore. L'ONU doit participer au développement et accompagner ces processus. Troisièmement, l'an dernier, les pays d'Occident ont lancé une campagne de diffamation pour empêcher la candidature du Bélarus au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils avaient tellement peur de notre voix honnête dans cet organe.
Mais si nous ne sommes pas au Conseil, nous nous exprimerons directement pour toute une gamme de questions extérieures du Conseil. En outre, nous entendons bien prôner la réforme juste du Conseil de sécurité, car la voix de des pays, de la majorité mondiale au Conseil, c'est notre voix aussi. C'est pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire de mener la réforme du Conseil de sécurité, et ce grâce aux grands pays en développement d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine. Ils représentent les problèmes les plus aigus et ils connaissent mieux que quiconque comment régler ces différents conflits. Quatrièmement, l'ONU doit dire par principe qu'il est inacceptable d'avoir des mesures unilatérales. Nous sommes en droit d'attendre de l'organisation des évaluations objectives, sérieuses, sur les conséquences négatives de ces sanctions sur le développement durable. En outre, nous pensons qu'il faut que le travail de l'ONU contre ces sanctions devienne systématique. Et dans tous les cas, l'ONU doit en faire une évaluation objective. Cinquièmement, il faut utiliser l'ONU comme une enceinte pour régler de façon effective les menaces croissantes transnationales. Le Bélarus a toujours été attaché à une approche collective pour régler les problèmes mondiaux. Migration, pandémie, catastrophes naturelles, traite des personnes, faim, etc. À l'extérieur de la salle, il y a un compteur qui, en temps réel, décompte l'argent dépensé pour les armements, des billions de dollars. Et c'est seulement ce que connaît l'ONU, que les pays du milliard doré envoient leurs billions pas pour lancer d'énièmes guerres et conflits, mais plutôt les utilisent pour régler des questions vitales pour l'humanité. Beaucoup de problèmes mondiaux seront alors ainsi d'emblée réglés. L'ONU aura les ressources tellement nécessaires pour le développement, et argent qui manque de façon constante. Et le monde, enfin, verra que ceux qui aujourd'hui s'appellent les forces prédominantes du monde assumeront enfin leur responsabilité de régler et non pas de créer des problèmes mondiaux. Et encore, l'ONU doit être la voix des États et ne doit pas se perdre dans des structures non étatiques et diverses. Monsieur le Président, cette année est très importante pour la République du Bélarus. Tout récemment, nous avons fêté le 80e anniversaire de la libération du Bélarus face à l'envahisseur fasciste. C'est une date qui a été le début d'une nouvelle histoire de paix et de création dans le pays. Nous sommes fiers du fait que nous avons créé un État avec une action sociale où on se soucie avant tout de l'individu dans notre politique. L'an prochain, nous fêterons tous ensemble les 80e anniversaire de la création de l'ONU. Alors, comment sera notre monde à cette date? Un monde de disputes et de conflits? C'est justement pour cela que le président de Bélarus, Loukachenko, a avancé l'initiative d'avoir un dialogue mondial sur la sécurité. Et ceci est en écho avec toutes les initiatives qui ont été présentées par différents États membres aujourd'hui et évoquées par différents États membres aujourd'hui. Et nous continuerons de frapper à toutes les portes de la paix et de la construction de la sécurité et du développement. Depuis l'an dernier, nous menons à Minsk une conférence internationale sur la sécurité européenne qui doit renforcer les processus politiques, économiques et autres dans l'espace euro-asiatique. Et cette année, cela se passera le 31 octobre. Nous vous y invitons tous. Nous devons insuffler à l'ONU l'esprit de San Francisco qui a donné le jour à notre organisation. C'est aujourd'hui d'une importance vitale et il le faut dans l'intérêt de tous sur Terre. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Bélarus.